Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour Jeanne. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans Inside Banking, le podcast. Alors, tu portes un sujet de l'éducation financière qui est très important pour moi et que je voulais aborder rapidement dans le podcast. C'est vraiment un sujet que tu incarnes au quotidien. On en parlait à travers les activités, le parcours que tu as eu. C'est pas un sujet seulement financier ni même économique, c'est un sujet de société, surtout en France. Et donc, je voulais rapidement aborder tous les enjeux autour de ça parce que c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment extrêmement important. Alors, dans cet échange, on va parler de ton parcours parce que tu es passé par la banque, tu vas nous expliquer tout ça. On va parler de l'entreprise que tu as créée, dans laquelle tu œuvres justement sur ce sujet. Et tu vas nous parler des constats que tu fais sur l'éducation financière et des pistes de solutions. Parce qu'on va essayer aussi de proposer des solutions et pas juste parler des problèmes que tu entrevois à travers toutes les activités que tu mènes. Si ce programme te convient, la première question que je vais te poser, elle va être toute simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour Richard. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger autour de l'éducation financière avec toi. Donc, moi, c'est Jeanne, j'ai 31 ans et je suis la cofondatrice d'EasyWeb. Donc, EasyWeb, c'est une entreprise qui a pour mission de démocratiser l'éducation financière et notamment auprès des jeunes, donc des enfants et des étudiants. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours, soit personnel ou études ? Qu'est-ce qui t'a amené finalement là où tu es aujourd'hui ? Alors moi, j'ai commencé par un parcours juridique. C'est vrai que j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur. En tout cas, au lycée, j'avais déjà cette envie d'entreprendre. Et donc, j'ai choisi d'aller dans une filière qui est plutôt assez générale, donc le droit, que j'ai adoré d'ailleurs. Le droit qui m'a donné envie, dans un premier temps, d'être avocate pénale. Tu vois, j'adorais fait entrer l'accusé. Donc voilà, j'avais très envie d'être avocate pénale. Et puis avec le temps, c'est vrai que mes choix se sont précisés petit à petit. Donc après ma licence de droit que j'ai adorée, je me suis posé des questions sur ce que j'aurais aimé être, ce que j'aurais aimé faire plus tard. Et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé les maths. Donc les maths qu'on n'avait pas du tout en carrière juridique, c'était plutôt très rédactionnel, donc peu de côté mathématique et qui me manquait un peu. Et donc j'ai commencé à m'intéresser petit à petit à la gestion de patrimoine parce que déjà à titre personnel, je m'intéressais déjà à l'investissement. Et puis j'ai fait des stages pendant mon cursus juridique, notamment chez un notaire et dans un cabinet de gestion de patrimoine. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Alors j'ai fait une petite pause entre mes études, c'est-à-dire entre ma licence et mon master. Je suis partie 1 an aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de parler un petit peu anglais quand même. En 2024, c'était important. Et puis pendant cette année de césure, voilà, j'ai pris le temps aussi de prendre du recul, de réfléchir vraiment à la voie que je voulais emprunter. Et c'est ce qui m'a permis de confirmer ce choix, de me dire: «OK, il faut que j'aille vers un cursus qui est plutôt financier pour compléter, mon cursus juridique». Puisque c'est vrai que la gestion de patrimoine, c'est quand même, une discipline où on mélange le droit, un peu les maths, la finance. Et donc je trouvais qu'avec uniquement le côté, droit et juridique, il me manquait quand même une brique, à mon expertise. Et donc j'ai complété cette formation par un master en finance à l'ESG Finance. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé finalement en ta première expérience en banque ? Qu'est-ce qui t'a amené à postuler en banque et qu'est-ce que tu faisais ? La banque, j'y ai pensé tout de suite en fait. Je voulais déjà faire de l'alternance. C'était important pour moi parce que ce que m'a montré aussi le droit, c'est que c'est top, mais ça reste de la théorie. Et la pratique, c'est quand même vachement important. Donc je voulais absolument être dans un parcours en alternance. Et j'ai pensé instinctivement à la banque en fait parce que quand j'ai pensé gestion des finances personnelles, quand j'ai pensé gestion de patrimoine, j'ai pensé banque. Donc j'ai postulé chez HSBC, j'ai été prise.
Donc ça a été, assez naturel, assez rapide et donc voilà ce qui m'a amenée un petit peu dans le secteur bancaire. Et justement, sur le sujet de l'éducation financière, par rapport à ton expérience en banque, alors je ne sais pas à quel poste tu étais exactement, peut-être tu peux nous l'expliquer. Est-ce que déjà, à ce stade, tu avais fait des constats ou tu as eu des réflexions qui ont alimenté ton parcours derrière de création d'une entreprise sur ce sujet-là? Ouais, complètement. En fait, alors j'étais conseiller patrimonial moi, chez HSBC, donc au contact des clients, tous les jours et effectivement, c'est là qu'est né le constat du manque d'éducation financière, qui était assez visible chez mes clients. D'ailleurs, c'était tout type de clients, hein. Il y avait pas de règles, il y a pas d'âge, il y a pas de métier, il y a pas de c'est vraiment, on y est tous confrontés, on peut tous être confrontés à un moment ou à un autre à des problèmes financiers, à des questions, autour de l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, 2 cas majeurs. Le premier, c'était, ben, des gens qui avaient un manque de connaissances financières qui pouvaient les emmener dans des situations désagréables. Donc je pense à l'endettement, le surendettement, par exemple. Donc c'était pas simple parce que souvent, quand on se retrouve dans ce type de situation, ben, on va voir quelqu'un un petit peu au dernier moment, même s'il y a jamais vraiment de dernier moment. Mais c'est souvent voilà, on est souvent dans une situation qui est assez complexe. Donc voilà, je me suis dit que c'était très désagréable du côté professionnel, ben, de voir ces gens parce que, ils étaient pas forcément heureux, c'était compliqué pour eux et cetera. Et puis il y avait une deuxième catégorie de personnes qui, elles, avaient plutôt des freins au niveau de l'investissement, dans la préparation de leur avenir, dans la préparation de leur projet de vie parce qu'ils n'avaient pas ces connaissances-là, et donc ne comprenaient pas toujours, ben, pourquoi il fallait mettre des choses en place pour protéger ses enfants, pour, préparer son avenir, pour préparer sa retraite. Et donc je me suis dit: «Ben, c'est vrai qu'à aucun moment de notre vie, on est sensibilisé à de l'éducation financière, encore moins à l'école», ce que je trouve, vraiment dommage parce que, parce qu'aujourd'hui l'école a un rôle à jouer, dans cette éducation financière. On entend beaucoup pendant toutes nos études, il faut avoir des bonnes notes, il faut travailler pour avoir un CDI, pour gagner de l'argent. Mais finalement derrière, personne nous apprend vraiment à gérer cet argent et donc c'est cette première mise en situation et cette première expérience qui m'a permis effectivement d'avoir les prémices d'EasyWeb aujourd'hui. Et en tant que banquière, parce que finalement c'est la première ligne en face des clients, tu n'avais pas la sensation d'avoir les armes ou l'organisation pour pouvoir répondre aux besoins de ces clients justement? Parce que dans ce paysage, autour des enjeux d'éducation financière, les banques sont un acteur, incontournable. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une absence de formation des conseillers? Est-ce que c'est des structures qui sont trop grandes ou pas adaptées ou qui n'ont pas envie d'investir sur ces sujets-là? Quelle est ta vision là-dessus? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier effectivement, c'est qu'aujourd'hui les conseillers sont de moins en moins bien formés parce qu'on se rend compte que, au niveau des conseillers, il y a beaucoup de turnover dans les banques. Je pense que les gens, le disent assez souvent, hein, notre conseiller, il change tous les ans, 2 ans. Je pense que du coup, les recrutements sont pas toujours efficaces. Moi, c'est vrai qu'en tant que conseiller, alors j'avais fait une formation en gestion de patrimoine et cetera, mais j'avais des collègues qui étaient également conseillers, qui avaient, jamais eu de formation dans la gestion de patrimoine, dans la finance et cetera. Donc c'est vrai que je pense qu'on a déjà un 1er problème à ce niveau-là et puis je pense surtout qu'aujourd'hui la banque, elle a un rôle très commercial, malheureusement. C'est ce qui m'a aussi poussée à quitter le secteur bancaire parce que, bah, aujourd'hui les conseillers, en tant que conseillers, on est entraînés à faire du chiffre, à vendre des produits financiers et donc le temps qu'on passe à, aider les gens, à apporter cette éducation financière, bah, c'est pas du temps qu'on passe, à vendre des produits, à rapporter de l'argent à la banque, hein, clairement, et donc c'est pas ce qui nous est demandé et c'est ce que j'ai trouvé vraiment dommage, dans cette expérience en tout cas parce que, comme tu l'as très bien dit, je pense que la banque aujourd'hui a un rôle majeur à jouer au niveau de l'éducation financière de ses clients. Je pense qu'elle y arrive petit à petit. On voit qu'il y a des solutions qui sont mises en place petit à petit, qu'on a des nouveaux acteurs aussi, qui arrivent sur le marché et je pense notamment par exemple à Trade Republic et qui va avoir une dimension, vraiment tournée vers l'éducation financière. Mais malheureusement, la banque traditionnelle aujourd'hui, je pense que c'est pas son rôle premier et qu'elle aurait tout y à gagner finalement à éduquer ses clients. C'est vrai que moi, toute mon expérience en banque, mes managers, on me disait: «Voilà, il faut mettre, enfin, en tout cas, sensibiliser les clients sur l'investissement long terme, sur vraiment cette notion de long terme» et je pense que la banque devrait s'appliquer, cette propre recommandation dans le sens où, si elle prenait le temps d'éduquer financièrement ses clients, effectivement, c'est du temps,
pour lequel elle passerait moins de temps à faire du commercial, à vendre des produits financiers. Mais sur le long terme, je suis persuadée qu'elle arriverait à cette mission commerciale parce que justement, elle aurait pris le temps de former ses clients, que les gens auraient confiance aussi, renoueraient confiance avec le banquier, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureusement une notion qui se perd, hein, la confiance avec le banquier. Il y a 30 ans, il venait dîner le dimanche soir à la maison en famille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt assez rare. Ça doit être assez rare, effectivement. Et pour autant, le métier bancaire, la transformation bancaire, le business model d'une banque, c'est basé sur la confiance. Donc, c'est un peu problématique. Exactement, donc c'est un peu un paradoxe qu'on a aujourd'hui, mais je suis convaincue que si vraiment la banque s'intéressait et s'intégrait dans l'éducation financière de ses clients, sur le long terme, finalement, elle serait beaucoup plus prospère, et elle arriverait à ce rôle commercial, je dirais même sans trop forcer, parce que les gens comprendraient pourquoi ils en ont besoin finalement. Alors ça, c'est le constat que tu peux dresser sur la base de ton expérience. Maintenant, si on passe parce que finalement, c'est ce qui explique aussi comment tu t'es lancé. Comment est-ce qu'on passe d'employé dans un grand groupe bancaire à entrepreneur, créer ma boîte? Allez, explique-moi, ça m'intéresse. Comment tu t'y es pris? En fait, ma première expérience, en banque, donc ça m'a permis effectivement de faire ce premier constat, mais ça m'a surtout permis de me rendre compte, que c'était pas fait pour moi. En fait, cette routine, d'arriver tous les matins à la même heure, au même endroit, avoir des journées qui se répètent et cetera. Dans ma personnalité, c'était pas vraiment ce qui me faisait vibrer. Moi, j'ai vraiment besoin de liberté, de créativité, et c'est vrai que la créativité en banque, n'a pas vraiment sa place, hein, si je puis dire. Donc j'avais déjà eu, cette première réflexion, à ce moment-là, et puis, entre l'entrepreneuriat et la banque, j'ai, été courtier en financement immobilier aussi chez Arténis Courtage. Donc j'ai commencé par ce pas-là, en fait, de changer de métier. J'ai retrouvé beaucoup plus de liberté en tant que courtier parce que, voilà, il fallait, aller, faire, échanger avec les banques pour, avoir des partenariats. Il fallait rencontrer des clients et cetera. Donc j'avais quand même beaucoup plus cette liberté, mais c'était pas suffisant pour moi. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas faite pour ça, en fait, que j'avais vraiment besoin de créer, que j'avais besoin de m'exprimer, que j'avais toujours eu cette envie aussi de faire quelque chose de moi-même qui soit utile, de me sentir utile, et en fait, après cette deuxième expérience, mon conjoint a été muté, à Orléans, là où je suis, actuellement, et je me suis dit: «Ben, c'est le moment ou jamais, en fait, de changer de vie, changer de ville». Je me suis dit: «C'est maintenant». J'avais en plus pu avoir ce constat parce que c'est vrai que j'avais voulu entreprendre depuis assez jeune, mais j'avais pas envie d'entreprendre pour entreprendre. Donc j'avais, voilà, continué mes études, j'avais commencé ma carrière donc chez HSBC en tant que salariée, et puis là, je me suis dit: «Ben, c'est vrai que j'ai un constat qui est assez parlant». Ça reste dans mon domaine de compétences parce que, j'adorais ce que je faisais malgré tout, hein, même si la banque ou le poste en tant que courtier, était pas forcément fait pour moi, j'aimais quand même mon domaine de compétences, et donc je me suis dit: «Ben, c'est le moment où tous les ingrédients sont réunis pour se lancer et pour y aller». Donc j'ai sauté le pas, qui était pas simple, mais aujourd'hui je regrette rien, et c'était vraiment top. C'est quoi les obstacles que tu as eu? Est-ce que tu t'étais mis des barrières toi-même, pour passer le cap? Comment tu as fait? Passer d'un CDI dans un grand groupe à vraiment se lancer, c'est pas forcément facile. Parfois, on se met des barrières un peu psychologiques, la peur finalement d'aller vers un inconnu. Comment tu as réussi à surmonter ça? Alors cette notion de peur, je l'ai assez vite éteinte parce que déjà je viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu avais la fibre entrepreneuriale. C'est ça. J'ai grandi un petit peu en observant papa, mon oncle et ma tante qui étaient aussi entrepreneurs, donc cette peur, elle a assez vite disparu parce que j'étais convaincue vraiment dès le début au fond de moi que c'est ce qu'il me fallait et que c'est là où je voulais aller. Mais ce qui a été un peu plus dur, je pense, c'est tout recommencer à zéro. On n'a pas de formation d'entrepreneur, donc moi, la première fois que j'ai fait un business plan, vraiment, alors je l'ai gardé, je l'ai imprimé parce qu'aujourd'hui, je trouve ça très drôle de voir, l'évolution, entre le premier business plan et où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai que, c'est assez dur de se retrouver face à soi-même, de se dire: «Je commence par où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et la chance que j'ai eue, c'est que, j'ai appelé l'incubateur dans lequel je suis actuellement à Orléans, qui s'appelle Le Labo, qui est, géré par la métropole d'Orléans en partie. Et donc je les ai contactés et j'ai été accompagnée tout de suite par, une personne de la métropole, de la technopole d'Orléans, qui m'a, un petit peu expliqué justement tout le process de l'entrepreneur. Donc commencer par créer son business plan, me donner les premiers contacts pour
rentrer en contact avec la BPI pour commencer à chercher les fonds, rentrer en contact avec la CCI. Enfin voilà, tous ces acteurs en fait qui m'étaient complètement inconnus avant. Et donc c'est vrai que ça a pas été simple parce que il y a des jours où on perd un peu pied, on se dit mais est-ce que j'ai fait le bon choix en fait? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que j'ai bien fait? Là, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois faire. Donc c'est pas tous les jours facile, c'est sûr, mais au final, c'est une expérience incroyable. On rencontre tout le temps des nouvelles personnes, on avance petit à petit et on sent l'avancée parce que on avance par grands pas, surtout au début, hein, où il y a tout à construire. Donc c'est motivant et on se raccroche à ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Tu as évoqué un point qui est intéressant et qui était dans mes questions. Pourquoi le choix d'Orléans? Donc, tu l'as évoqué pour des raisons personnelles et c'est intéressant aussi plus généralement parce qu'on dit souvent que la finance, c'est très parisien comme environnement. C'est bien de voir qu'il existe des bonnes initiatives en dehors de Paris. C'est plutôt sympa. Exactement, ouais. Et puis stratégiquement, tu vois, je m'étais dit, donc même si j'étais à Paris avant, je savais que j'aurais jamais entrepris à Paris parce qu'il y a des créations de start-up tous les jours. On est noyé dans un flot de start-up, même au niveau de la BPI, etc. Tu peux pas avoir un rendez-vous aussi facilement à Paris qu'en province. Donc c'est vrai que c'était aussi stratégique de notre part d'être en province pour pouvoir se démarquer, pour essayer de rayonner un peu plus facilement dans un premier temps et nous permettre à terme aussi d'intégrer le marché parisien évidemment, mais d'avoir un petit peu ce rayonnement provincial au début et finalement qui nous aide beaucoup parce qu'on le voit aujourd'hui, on est énormément soutenu. On est la seule fintech à Orléans, donc on est très soutenu et je pense que ça a été un bon choix stratégique de commencer en province. Et finalement, aujourd'hui, c'est quoi ta mission entrepreneur? Comment tu la définirais? En tant qu'entrepreneur, j'ai vraiment envie, alors vraiment détachée de ma mission d'éducation financière dans un premier temps, c'est, d'inspirer les gens et surtout les jeunes, de leur donner un petit peu cette énergie de: «Croyez en vous, allez-y, c'est faisable, on peut le faire». Alors oui, c'est dur, oui, il y a des moments qui sont pas simples, mais si on l'a au fond de soi, il faut y aller, il faut tout donner et c'est un petit peu ce message que j'ai envie de passer en tant qu'entrepreneur et aussi en tant qu'entrepreneur féminin, parce que je sais que ça peut être compliqué pour certaines femmes aussi, de se lancer, d'avoir confiance en soi, d'affronter aussi tout ce milieu, où, on est beaucoup aussi confronté à des hommes, hein, quand je vois par exemple la levée de fonds, c'est un truc qui est très, très masculin. Toi, tu l'as ressenti tu l'as ressenti ça? C'est pas cet écart, mais le fait que tu l'étais pas un homme, comme perçu différemment? Je l'ai pas vraiment ressenti parce que je pense pas être une personnalité qui me laisse impressionner. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vraiment ressenti, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu en discutant avec certaines femmes ou dans certains livres que j'ai pu lire aussi. Donc c'est vrai que c'est réel aujourd'hui quand j'échange avec des entrepreneurs, il y a beaucoup j'ai fait par exemple partie du, programme Femmes entrepreneuses, en France par Orange. Et donc, j'ai été beaucoup au contact de ces femmes entrepreneurs et j'ai pu voir certains défis qu'elles ont dû relever, certains ressentis qu'elles ont pu avoir face à tout ça, et c'est vraiment réel et je pense que c'est important aussi de redonner confiance, aux femmes et qu'elles osent se lancer parce que je trouve que les femmes, on a de bonnes gestions d'entreprise, on a des bonnes idées, il faut pas les laisser passer. J'avais vu, alors pas en gestion d'entreprise, mais sur l'investissement, j'avais vu des études qui montraient qu'en moyenne, les investisseuses étaient plus performantes que les investisseurs, ce qui est assez intéressant du coup et qui fait écho à ce que tu viens de dire. Exactement. On a peut-être une gestion émotionnelle, un peu plus, perfectionnée et qui nous Et permet c'est de important l'investissement, c'est c'est important. ça. Excellent. Alors avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de l'épisode sur, l'éducation financière, donc tes constats et puis ensuite les solutions que tu entrevois, on va passer à la section, speed question. Donc le concept, il est extrêmement simple, la réalisation est un petit peu plus dure, ça va te forcer à un exercice de synthèse. Donc je vais te poser des questions courtes à laquelle il faut répondre par oui ou par non. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors c'est parti. Est-ce qu'il faut commencer à apprendre la gestion de l'argent dès le plus jeune âge? Oui ou non? Oui, Est-ce que les parents doivent parler d'argent avec leurs enfants? oui. Est-ce que les réseaux sociaux sont une source fiable d'éducation financière? Joker. Elle est difficile celle-là, on en reparlera. Est-ce qu'on peut apprendre à gérer ses finances, uniquement via des livres? Uniquement via des livres, non. L'éducation financière, est-ce que ça peut vraiment changer une vie? Oui. L'éducation financière à l'école, pour toi, c'est oui ou non?
Grand oui. Merci d'avoir joué le jeu. Pour revenir peut-être sur les réseaux sociaux, si tu le veux bien, je pense que c'est un sujet effectivement important. Moi, je donne mon avis personnel, je vois beaucoup de choses passer, du très bon et du très mauvais. J'imagine que c'est ça que tu as en tête et c'est vrai que parfois il y a des dérives, notamment sur tout ce qui est investissement en crypto-monnaie et cetera. Donc il faut à mon avis être, très vigilant sur tout ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a du très bon sur les réseaux sociaux quand on sait suivre, les bonnes personnes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de mauvais que de bons. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je travaille beaucoup avec des étudiants, on travaille beaucoup dans les écoles et cetera, donc je discute pas mal avec eux et je me rends compte quand il y en a énormément, en fait, qui suivent un petit peu toute cette, mode du copy trading, par exemple, qui est, poussée par les influenceurs et cetera. On met l'accent sur cette notion des réseaux sociaux. C'est pas des conseillers financiers, ça reste des influenceurs et on leur souligne vraiment l'importance de faire attention. Après, il y a du très bon sur les réseaux sociaux, hein, je pense à Mounir Lagoun, par exemple, CEO de Finari, qui apporte énormément de contenu via les réseaux sociaux et qui est, très, très intéressant et je pense qu'il est plutôt enfin, très fiable. Mais voilà, il faut savoir cibler les bonnes personnes et je dirais, faut éviter les réseaux sociaux au maximum, mais il y a pas que du mauvais. Très clair, et sur l'école alors? Tu as répondu à un grand oui. Est-ce que tu peux développer? Bah, aujourd'hui, pour moi, en fait, l'éducation financière devrait être commencée dès le plus jeune âge, hein, donc c'était ta première question aussi. Dès le plus jeune âge parce que je suis convaincue que, plus tôt on est sensibilisé à toutes ces questions, d'argent, de gestion des finances personnelles, plus on sera en mesure à l'âge adulte de prendre des bonnes décisions, d'avoir des bonnes habitudes aussi de consommation et cetera. Et puis, je suis convaincue aussi que ces mêmes enfants seront en mesure d'apporter cette éducation financière à leurs propres enfants et donc que de génération en génération, on puisse essayer d'élever ce niveau qui est très faible en France autour de l'éducation financière. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 acteurs, qui sont compétents pour, transmettre en tout cas ces notions-là. Ça va être dans un premier temps les parents et ensuite l'école. Alors, les parents et l'école qui vont avoir un rôle très différent, mais pour moi qui est complémentaire. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Les parents vont, être en mesure peut-être d'apporter plus le côté de la gestion d'argent au quotidien, c'est-à-dire réfléchir quand je vais faire un achat, comment je vais pouvoir économiser un peu de mon argent de poche, pas tout dépenser tout de suite, voilà. Apporter un petit peu des bonnes habitudes aux enfants et puis, l'école, elle, je pense, elle va avoir un rôle qui est beaucoup plus neutre. Mais elle va devoir apporter tout ce qui va être concept un peu plus théorique. Je pense par exemple à des grands concepts économiques, expliquer ce qu'est l'inflation aux enfants, l'impact que l'inflation peut avoir sur nos finances, expliquer ce que c'est un taux d'intérêt, comment fonctionne un taux d'intérêt, qu'est-ce que sont les intérêts composés. Je pense que c'est des notions qui sont assez compliquées pour des parents à expliquer, surtout quand nous-mêmes, on n'a pas forcément eu d'éducation financière. Mais en tout cas, je suis convaincue que heu, c'est un rôle qui va être complémentaire, qu'une bonne éducation financière finalement, heu, se fait par l'intervention des parents et de l'école. D'accord, alors justement maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, l'éducation financière. Pourquoi déjà c'est un sujet aussi important aujourd'hui, à ton sens dans la société française? Parce que je pense, dans un premier temps, j'ai été confrontée à un certain nombre de clients, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient dans des situations parfois très désagréables. Hem et malheureusement, c'est pas de leur faute, on leur a jamais appris, mais une bonne gestion de ses finances personnelles dans un premier temps, c'est super important. Avoir une bonne santé financière, même sans parler, d'épargne ou d'investissement dans un premier temps, juste avoir une santé financière saine. Moi, j'ai vu des gens, mais complètement stressés, qui se pourrissaient la vie, qui arrivaient plus à vivre. C'est vrai qu'on est plus productif au travail, on est plus, productif nulle part quand on a des problèmes financiers. Aujourd'hui, on a besoin d'argent pour tout, pour, se loger, se nourrir, c'est le cœur un petit peu de notre rythme de vie et je pense que c'est super important déjà de donner les bases aux gens pour qu'ils soient en mesure de faire les bons choix et puis dans un deuxième temps, c'est super important, de sensibiliser les gens sur la réalisation et la préparation de leurs projets. Je pense notamment, voilà, quand on veut avoir des enfants, les études des enfants, c'est des choses qui se préparent, qui peuvent coûter très cher. Notre retraite, et puis même plus loin encore, je pense à la succession parce que, c'est vrai que les plus gros problèmes que j'ai vus,
dans les familles, c'était souvent au moment d'une succession, d'un héritage, parce que ça n'avait pas forcément été préparé, parce que aussi c'est très français ça, hein, de pas vouloir penser à la mort, de pas pouvoir, c'est jamais agréable, hein, c'est vrai de penser à sa propre mort, qu'est-ce qui va se passer après? Mais malheureusement, c'est primordial aujourd'hui, on n'en a pas assez conscience, je trouve et c'est des questions, en fait, qui tout au long de notre vie, alors ce sera pas les mêmes thématiques, ce sera pas les mêmes sujets, mais tout au long de notre vie, on est confronté à ces fameux choix de préparation de l'avenir, de protection de sa famille et je pense que c'est super important qu'on en ait conscience, en tout cas, le plus tôt possible. Très clair, d'autant que je pense qu'on vit un contexte d'incertitude assez forte, politique, économique, géopolitique, hein, même en dehors des frontières de la France. Il y a aussi une pression, on le sait tous, hein, sur la dette publique, un déficit très important, une pression sur le système de retraite qui fait que structurellement, c'est pas des enjeux qui vont disparaître et donc ne pas s'en préoccuper, ça peut être un problème parce que le couperet peut tomber et donc planifier, préparer, c'est un enjeu important et on parle pas de l'argent pour de forcément devenir riche ou quoi, ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux, mais bien de préparer la suite et pas de se retrouver dans des situations compliquées ou être démuni, comme tu l'as évoqué par exemple avec des situations de surendettement. Alors là, c'est les problèmes. Maintenant, si on essaie de parler un petit peu des solutions, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, voilà, si je suis auditeur, j'ai bien compris le sujet. J'ai pas forcément mis en place des choses, très concrètes. Voilà, de manière très pragmatique, comment est-ce que je peux commencer? Quelle première brique je peux avoir? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Comment je peux me former? Tu l'as dit, je pense que la première brique à mettre en place, c'est se former. C'est super important déjà de comprendre ce qu'on fait en matière d'investissement. Donc d'abord se former. Moi, j'aime beaucoup, sensibiliser les gens aussi sur, le fait de pas aller trop vite. C'est vrai que tu l'as dit juste avant, il y a pas mal de gens qui me disent: «Moi, j'ai envie d'investir» et quand on leur demande pourquoi, pour devenir riche. Non, on va Pas une bonne reprendre c'est réponse. ça et elle est très commune cette réponse. Mais c'est ce qu'il faut décorréler un peu de l'esprit des gens et d'essayer de leur faire comprendre qu'on investit pour un projet, qu'on investit pour le futur, on n'investit pas pour devenir riche, hein, c'est tout le monde serait riche sinon, c'est vrai que c'est donc déjà, c'est un petit peu décorréler, cette appréhension dans l'esprit des gens. Faire bien attention où on se forme, évidemment. On parlait des réseaux sociaux, par exemple. Voilà, je pense pas que ce soit une source qui soit forcément fiable pour se former au début. Donc aller plutôt sur des acteurs, qui soient fiables. Alors forcément, j'ai envie de mettre en avant EasyWeb parce qu'aujourd'hui, on a une formation qui se met en place, via une plateforme e-learning autour de l'éducation financière et puis surtout, j'aime bien mettre en garde sur le fait de pas brûler les étapes. Hem, souvent, les gens, les jeunes aussi, parce que c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec les jeunes, ils pensent tout de suite investissement, investissement, investissement. C'est vrai que moi j'aime quand même rappeler qu'avant d'aller sur l'investissement, il y a des bases, il y a un socle de base à avoir, qui pour moi est dans un premier temps la bonne gestion de son budget, hein. C'est la base de tout, le socle de la pyramide de l'investissement. Une compréhension du crédit et de l'utilisation du crédit parce qu'on peut vite se retrouver, dans une utilisation excessive du crédit. Hem, alors je parle du crédit, on peut penser au crédit à la consommation, mais il y a aussi tout ce qui est, les paiements en 4 fois sans frais, toutes ces habitudes qui peuvent être prises parfois et en fait qui, mis bout à bout finalement, peuvent nous mettre dans des situations un petit peu désagréables et puis, enfin être sensibilisé sur l'importance de mettre en place une épargne de sécurité, pour pallier aux imprévus, que ce soit, la machine à laver qui tombe en panne, la voiture, voilà, tous des petits imprévus qu'on peut avoir au quotidien et ensuite une fois qu'on a bien, compris, et appréhendé ce socle de base, commencer en fonction des projets qu'on a envie de mener dans sa vie. Est-ce que c'est, préparer l'avenir de mes enfants ou dans ce cas-là, je vais peut-être aller, sur de l'investissement qui va être plutôt financier? Est-ce que c'est, plutôt, créer mon foyer, avoir un bien immobilier? Enfin voilà. Ensuite, en fonction des projets de chacun, d'être en mesure d'aller se former sur, des notions d'investissement un peu plus complexes mais toujours se souvenir qu'avant ça, on a une base, il y a un socle de base, il y a des bonnes habitudes à prendre et c'est vraiment là-dessus que je mets souvent l'accent parce que je trouve que c'est souvent ce qu'on oublie un petit peu. On parle toujours d'éducation financière autour de l'investissement, heu, des ETF, de plein de choses. Mais pour moi, en fait, c'est pas toujours accessible pour les gens de leur dire: «Ah, l'éducation financière, c'est des ETF». Non, reprenons la base, reprenons le socle et en fait, petit à petit,
on sera en mesure d'aller plus loin et de comprendre des concepts de plus en plus complexes. Tu as évoqué beaucoup de sujets. J'aimerais bien revenir justement sur l'épargne et l'investissement. Si on se met vraiment dans la peau d'un jeune en fin d'études ou qui commence à travailler, qui commence à avoir son premier salaire, voilà, on a connu ça, on est trentenaire maintenant, on a connu cette période-là, on peut avoir un petit peu d'épargne de côté. Très concrètement, ça veut dire quoi l'épargne et investissement? C'est quoi en termes de produits? À quoi je peux accéder? Comment je peux structurer ça? Alors nous, déjà, ce qu'on recommande dans la gestion d'un budget étudiant, on leur met beaucoup en avant la règle de gestion du 50-30-20. Donc pour rappel, cette règle de gestion, elle consiste à diviser ses revenus en 3 catégories. Dans l'idéal, 50% de ses revenus alloués à tout ce qui est charges fixes, donc le loyer, les abonnements, l'alimentation, et cetera. 30% de ses revenus sur le loisir, donc restaurant, sortir avec ses amis, parce qu'il faut quand même se faire plaisir, hein. L'idée, c'est pas non plus de se mettre la corde au cou et de rester chez soi. Et puis, 20% de ses revenus alloués à l'épargne. Alors sur un budget étudiant, ça peut être un peu compliqué, de respecter cette règle de gestion, hein. Donc nous, on sensibilise bien aussi les gens sur le fait que ça reste une règle de gestion, que le but, c'est pas à tout prix de vouloir y coller, mais c'est surtout d'essayer d'y tendre au maximum. Et donc, on recommande aux étudiants, sur la partie épargne qui vont pouvoir se dégager, donc dans l'idéal, ces fameux 20%, de subdiviser leur épargne entre de l'épargne de sécurité et de l'investissement. Alors, ça peut être financier ou immobilier en fonction de ce que eux ont envie de mettre en place et voilà, des appétences qu'ils peuvent avoir au niveau de l'investissement. Mais en tout cas, d'opérer une première diversification dans la gestion de leur épargne en subdivisant entre de l'épargne de sécurité et l'investissement. D'accord. Tu as aussi parlé de crédit consommation, crédit immobilier. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs la différence fondamentale entre les deux? Pourquoi il y en a un qui peut faire partie d'une stratégie d'investissement et pourquoi l'autre peut être un petit peu plus délicat ou en tout cas pas du tout la même vertu ou le même intérêt? Effectivement, on a le crédit à la consommation qui, lui, souvent va être non affecté, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que demain, le banquier, il vous prête une somme d'argent avec laquelle vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, en fait, dépenser ce que vous voulez. Souvent, c'est des crédits qui ont des taux très élevés. Le crédit à la consommation fait partie des crédits qui ont les taux les plus élevés. Et puis à côté, on va avoir le crédit immobilier qui, lui, est un crédit affecté à l'achat d'un bien immobilier. La grande différence, c'est qu'avec le crédit à la consommation, on va dépenser sans forcément se créer de patrimoine ou créer de richesse, puisque ça va être de la dépense pure et dure, sur laquelle on va avoir de la dette, un remboursement, une mensualité à rembourser chaque mois. Tandis que sur un crédit immobilier, on va avoir la possibilité de faire un vrai effet de levier, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder au crédit pour accéder plus facilement à la propriété et donc devenir propriétaire d'un bien immobilier. Mais en contrepartie de cet endettement, on se crée du patrimoine, on est propriétaire d'un bien et donc l'endettement finalement n'est pas du tout le même et en tout cas n'a pas le même objectif. Ouais, tout à fait et c'est vrai que quand on notamment, quand on débute, une carrière ou qu'on est étudiant et cetera, il faut faire, de manière générale attention, à tout ce qui est crédit consommation et cetera et bien se former pour bien comprendre les différents produits, comprendre ce que ça veut dire un taux d'intérêt. Parce que quand on affiche un taux d'intérêt à X%, attention, c'est pas sur, X% sur l'ensemble de la période et donc pas beaucoup, et ça fonctionne pas exactement comme ça. Donc bien comprendre le coût d'un crédit immobilier, ce genre de choses. Et ça reboucle avec ce que tu disais au début, la base, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, c'est vraiment de se former, quitte à prendre un peu le temps. Voilà, si a priori, si vous voyez des promesses sur les réseaux ou autres de placement 100% sécurisé à 10, 15 ou pourquoi pas 20 ou 50% de rendement annuel ou voire mensuel, que c'est une certitude, ça ne fonctionnera pas comme ça. Alors, merci pour tous ces éclairages. Alors, maintenant, on peut passer à plus précisément de tes activités au quotidien. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail ce que tu fais avec ta société EasyWeb, en lien avec tout ce dont on vient de parler, les services que vous proposez, comment finalement ça contribue à agir en faveur de l'éducation financière? Alors je vous parlais tout à l'heure justement de 2 grands acteurs qui pour moi sont indispensables dans la transmission des connaissances autour de l'éducation financière, notamment auprès des jeunes, qui sont donc les parents et l'école. Et donc la mission d'EasyWeb aujourd'hui, c'est de créer des solutions à destination de ces 2 acteurs, pour les alimenter chacun de leur côté
et que nos nouvelles générations, que la Gen Z et puis les nouvelles générations à venir puissent bénéficier d'une éducation financière émanant de ces 2 acteurs, que sont les parents et l'école. Donc dans un premier temps, on a des solutions qui s'adressent aux enfants à partir de 7 ans, puisque chez nous, on est vraiment convaincus que c'est en commençant dès le plus jeune âge, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on peut devenir un adulte responsable qui prendra des décisions éclairées. Donc on a toute une gamme de cahiers d'activités, pour les enfants à partir de 7 ans. Donc ce produit-là, il va être plutôt destiné au côté parents. L'idée, c'est donc de pouvoir introduire le sujet de l'argent en famille, de pouvoir intégrer des discussions au sein de la famille autour de l'argent, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même un gros tabou en France autour de l'argent et pour lequel on se bat, nous, dans l'écosystème de l'éducation financière pour casser un petit peu ce tabou. Et je pense notamment à Mathias Bacchino qui en parle souvent. Mais c'est vrai que c'est primordial aujourd'hui en fait de sortir de ces schémas répétitifs qui ne nous permettent pas d'avancer en tout cas. Et donc de pouvoir apporter aux parents, aussi du contenu, pour qu'ils puissent parler de ces sujets avec leurs enfants. Donc nos cahiers d'activités ont une double mission, initier les enfants, mais aussi apporter, des tips aux parents. C'est-à-dire que tout au long de nos cahiers, il y a des focus parents, qui les aident à mettre en place des activités à la maison, à trouver les mots aussi pour expliquer à leurs enfants, ce que c'est que l'argent, comment ça fonctionne et cetera. Donc là, on est vraiment sur la partie enfant, dès le plus jeune âge. Et puis quand ces enfants auront grandi et qu'ils vont devenir étudiants, eh bien là, on a mis en place une solution digitale cette fois-ci, qui est composée dans un premier temps d'une plateforme e-learning, et comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver une formation autour de l'éducation financière de manière ludique. On est beaucoup autour du motion design, sur des vidéos assez courtes. L'idée, c'est que ça reste vraiment ludique pour les jeunes. Et donc là, on est vraiment sur la partie théorique. Je remets l'accent aussi sur le fait que, en tout cas dans notre formation chez EasyWeb, notre formation autour de l'éducation financière, elle ne se contente pas à parler uniquement d'investissement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de l'investissement. Quand on parle d'éducation financière, on a beaucoup parlé par exemple de gestion du budget, du crédit, etc. Mais je pense aussi à tout ce qui va être des régimes matrimoniaux, par exemple. Voilà, quand on se marie, on choisit son régime matrimonial. Le choix de ce régime peut avoir des conséquences, notamment en cas de divorce ou en cas de décès. Alors encore une fois, on n'a pas envie de penser au malheur, mais en finance, on est toujours un petit peu obligé d'y penser malheureusement. Et c'est vrai qu'on veut mettre l'accent aussi sur toutes ces questions-là qui sont super importantes, parce que je l'ai vu aussi dans mon expérience. Au moment du divorce, c'est bien, hein, quand tout va bien dans le couple et cetera, on est content. On ne pense pas forcément à son régime matrimonial et puis quand on voit les conséquences quand ça va plus, et ben, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve qu'on met pas assez en avant, en France en tout cas, ce choix qui est super important. Et puis je voulais venir aussi sur la dimension émotionnelle. Quand on parle de finances, il y a quand même une partie émotionnelle qui est super importante, de se connaître un petit peu, de connaître nos réactions face à l'investissement, face aux risques qu'on va pouvoir être prêt à prendre. Est-ce qu'on a envie de bien dormir la nuit ou un peu moins bien dormir, ça ne nous dérange pas? Voilà, toutes ces questions aussi qui sont, super importantes. Et donc on a vraiment, on met vraiment du cœur à essayer d'expliquer l'éducation financière vraiment au sens large, le plus large possible du terme, en incluant effectivement toutes ces notions d'investissement, hein, qui sont super importantes, mais en étant, vraiment le plus large possible. Et puis pour compléter cette partie un peu théorique, on est en train de développer une application qui, elle, va plutôt être destinée à un accompagnement personnalisé de l'étudiant dans un premier temps, puisque cette application aura, vocation à être ouverte au grand public à terme. L'idée, c'est qu'ils puissent en fait simuler un peu tout leur projet de vie. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un tableau de bord qui va représenter leur situation, réelle, leur situation budgétaire, leur épargne, l'imposition et cetera. Et donc qu'ils soient en mesure, grâce à l'application, de simuler des projets de vie. Par exemple, je veux faire un stage en Erasmus à l'étranger pendant, 6 mois. Il va falloir que je le budgétise. Et ben, je vais être en mesure, grâce à l'application, de simuler ce projet de vie grâce à nos simulateurs et surtout de venir le faire interagir avec le tableau de bord qui représente la situation réelle pour qu'en fait, on puisse se rendre compte instantanément, de l'impact qu'aurait la réalisation de ce projet
sur notre situation réelle. Et donc, être en mesure de faire les bons choix en se disant: «Tiens, si je fais vraiment ça, dans la vraie vie, au niveau de mon budget, dans 2-3 mois, il va y avoir des petits problèmes, il va falloir que je réajuste». Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer aux gens qu'ils aient une visibilité sur l'impact de leurs choix, et que ça puisse leur permettre à terme, du coup, de faire les meilleurs choix pour eux et pour leur situation. Et donc ça, c'est une solution, donc toute cette solution digitale qu'on commercialise actuellement aux écoles, avec cette idée de commencer à faire rentrer l'éducation financière à l'école. On voit qu'il y a de plus en plus d'écoles qui sont ouvertes à ce sujet et c'est top parce que, je pense que c'est primordial que l'école se rende compte aujourd'hui du rôle qu'elle a à jouer dans l'éducation financière des jeunes. Donc voilà, des solutions plus pour les enfants destinées aux parents et puis une solution digitale, qui est cette fois-ci plutôt destinée aux écoles avec la vision et la mission à terme, de pouvoir, proposer ces solutions au grand public. Mais ce sera, une vision plutôt 2026-2027. Très bien, moi, c'est une offre complète avec beaucoup de belles perspectives. Si je suis parent, du coup, que je veux acheter les cahiers pour mes enfants, comment est-ce que je fais? Où est-ce que je peux l'acheter? Combien ça coûte? Comment je peux faire concrètement? Alors les cahiers d'activité sont disponibles sur le site internet dans un premier temps. Donc chaque cahier coûte 6,99 € et puis, on peut le retrouver dans certaines grandes surfaces, alors notamment autour d'Orléans puisque, on a bien compris que j'étais de la région et donc on a, d'abord, sollicité la grande distribution, de notre région. Heu, on travaille pour, rentrer en contact avec des centrales pour avoir un impact plutôt national et donc pouvoir être diffusé, sur le territoire national au niveau des grandes distributions. Donc ça, c'est vraiment une mission, qu'on a pour, 2025 et puis il est disponible aussi sur Amazon. On peut le retrouver assez facilement, en tapant EasyBook. Parfait. Bah, je mettrai le lien en description du podcast, comme ça les auditeurs pourront le retrouver facilement. Pour la formation, même question, comment ça marche? Si je suis intéressé, j'ai envie de me former, je vais sur le site, combien ça coûte? Combien de temps ça prend? Est-ce que j'ai des prérequis? Comment je fais? Alors, au niveau de la formation, pour le moment, on était en testing, donc uniquement sur le parti école. Donc on a un peu plus de 200 étudiants qui sont sur cette plateforme, en train de la tester, de nous faire les retours pour qu'on ait, un outil qui soit le plus performant et qui réponde au mieux, en tout cas, aux attentes des utilisateurs. Mais elle va être disponible prochainement, notamment au premier trimestre 2025, sur notre site EasyWeb. Heu, alors nous, dans l'idée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure un petit peu le contenu et comment on l'avait organisé, l'idée, c'est que les utilisateurs, soient obligés de passer par ce socle de base, ce socle commun qui, pour nous, est indispensable. Hem, donc c'est 4 thématiques, la gestion du budget, le crédit, l'imposition et l'épargne de sécurité. Et ensuite, on a des packs thématiques en fonction des appétences et des projets de chacun, allant de l'immobilier, la crypto-monnaie, l'entrepreneuriat, l'investissement financier. Donc voilà, après c'est un parcours qui est assez hybride, qui peut être fait sur mesure en fonction, de ce que l'apprenant a envie d'apprendre aussi. Et puis on a tout un système de quiz, de validation des compétences après chaque vidéo. L'idée étant, voilà, d'avoir une petite récompense de quiz, enfin voilà, une petite récompense, hein, du travail effectué et puis une validation aussi des connaissances qu'on a pu, avoir sur la plateforme. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à EasyWeb pour 2025? Là, on enregistre en début d'année, c'est le moment des vœux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ton entreprise? On peut lui souhaiter d'être présente dans de plus en plus d'écoles, parce que notre réelle mission derrière tout ça, c'est vraiment d'essayer d'intégrer l'éducation financière de manière obligatoire à l'école. Donc voilà, pour l'instant, on essaye vraiment de prouver, qu'il y a un intérêt. On intègre de plus en plus d'écoles, de plus en plus de filières. On est super heureux parce qu'aujourd'hui, on a, beaucoup d'écoles qui intègrent l'éducation financière comme une matière à part entière, donc qui donnent, droit à 20 heures de cours, un examen final et donc une validation des points ECTS pour le diplôme. Et donc d'avoir un maximum d'écoles qui puissent participer justement à cette belle mission pour, qu'on ait aussi, matière à prouver, à nos politiques, à notre gouvernement, que l'éducation financière a toute sa place à l'école, qu'il faut, l'instaurer dès le plus jeune âge. Alors
moi, pour ma part, je pense qu'il faut commencer à l'instaurer bien plus jeune, hein. Nous, on travaille beaucoup sur les écoles supérieures, donc post-bac. Mais je pense que dès le primaire collège, il faudrait qu'on ait des cours d'éducation financière, au même titre que d'éducation civique, que d'éducation sexuelle. Je pense que j'ai du mal à comprendre en fait encore qu'en 2025, ce soit pas obligatoire et c'est mon grand combat de l'année, de réussir à se faire entendre, à intégrer un maximum d'écoles, à sensibiliser aussi un maximum de parents avec le cahier parce que, comme j'ai pu le dire dans l'interview, pour moi, c'est vraiment, 2 acteurs qui sont complémentaires, qui vont pas apporter la même chose, mais qui ont leur rôle à jouer, chacun de leur côté et donc je pense que ce qu'on peut souhaiter à EasyWeb, c'est d'avoir un rayonnement national, de sensibiliser un maximum de parents et d'intégrer un maximum d'écoles, dans la mission. Te le souhaite tous en tout cas. Alors on arrive sur la fin de notre échange. J'aurai 3 questions que je pose à tous les invités du podcast pour toi. Alors la première, est-ce que tu peux me recommander un livre sur la finance qui t'a inspiré? Alors moi, j'ai 2 livres que je recommande pas mal en ce moment. Le 1er, c'est celui de Mathias, Bacchino de Trade Republic, que je trouve vraiment top parce qu'il parle aussi beaucoup de son histoire, personnelle, et je trouve ça, plutôt intéressant de pouvoir, je veux pas trop spoiler, son histoire ni parler pour lui, mais en tout cas, je trouve que pour débuter, c'est plutôt intéressant. On s'identifie assez facilement et je l'ai trouvé vraiment très agréable à lire et après sur le côté un peu plus, investissement et notamment investissement financier, parce que je sais que les jeunes aujourd'hui avec on en a parlé, la crypto-monnaie et cetera, les marchés boursiers, ça les intéresse énormément et j'aime beaucoup, recommander le livre de Grégory Guillemin, que j'adore. Je vais le recevoir dans le podcast très bientôt. Ah génial! Ah bah, c'est top, j'adore Grégory donc je suis super contente. Ah bah, c'est vraiment trop bien. J'ai hâte d'entendre son podcast. Hem Et donc ouais, le livre de Grégory, que j'adore pour 2 raisons. Parce que, la première, c'est qu'il parle vraiment à «cœur ouvert» entre guillemets, c'est-à-dire il met son portefeuille, à jour, donc voilà, on sait sur quoi il investit, pourquoi il investit de cette manière-là et cetera. Donc je trouve qu'avoir un exemple, c'est plutôt intéressant, notamment pour débuter et puis ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre de Grégory, c'est que, il y a pas de langue de bois. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois que c'était en 2016 ou 2015, je sais plus, il a subi une chute assez importante de ses investissements, je crois que c'était 40 et en fait, il explique aussi tout ce côté émotionnel, comment il l'a vécu, que ça fait partie intégrante de l'investissement, et donc je trouve que pour toutes ces raisons-là, le livre de Grégory est assez complet, et donc pour tous ceux qui ont envie de commencer, en tout cas, l'investissement en bourse, c'est très bien expliqué et c'est, très bien vulgarisé surtout sur le fonctionnement. Très bien, c'est 2 bonnes, recommandations, je pense. Je vais les mettre en description également. Alors la deuxième question, quel conseil tu te donnerais à la Jeanne d'il y a 10 ans? J'en donnerais beaucoup, mais je crois que je lui dirais, «Crois en toi, lâche pas» et surtout je lui dirais que, il y a pas d'échec dans la vie, mais il y a que des apprentissages et que, c'est pas grave de tomber, c'est pas grave d'échouer, l'important c'est de foncer donc ouais, je lui dirais, «Fonce et crois en toi». Guillaume Simonin m'a dit quelque chose qui m'a marqué dans un podcast précédent, l'échec fait partie du chemin. Je pense que c'est un petit peu ce message-là et je trouvais que la formule était très bonne. Ouais, c'est un petit peu ça et il faut je sais pas, moi je suis assez, partisane de l'échec. Je trouve que, c'est surtout grâce à l'échec qu'on grandit, qu'on rebondit, qu'on va de l'avant, qu'on mûrit. Je trouve qu'il y a énormément de vertu dans l'échec et qui le rend finalement bien plus positif que l'image négative qu'il en a. Très inspirant. Alors on arrive à la dernière question. Est-ce que tu peux me recommander un expert de la finance que je devrais inviter dans le podcast, sachant que l'engagement que je prends vis-à-vis des auditeurs, c'est que si on me donne 2 à 3 fois le nom d'une même personne, eh bien je lui proposerai de venir. Bah, moi, tu vois, à cette question, je trouve qu'il y a plein de personnes qu'on peut recommander, alors Grégory, hein, que j'aurais pu te recommander, que tu vas recevoir, par exemple. Je pense à Mathias Bacchino, hein, que j'adore. Je pense à Mounir Halagoun aussi, que je trouve super intéressant. Mais je trouve aussi qu'il y a énormément de personnes, qui mériteraient d'être entendues, qui sont pas forcément connues dans le paysage médiatique, mais qui sont, de bons experts dans leur domaine, hem et qui mériteraient aussi d'être entendues, tu vois? Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs avec le podcast de Legend notamment, c'est justement, de pouvoir retrouver des personnalités qui vont, apporter énormément de contenu et cetera, mais aussi
des histoires de vie de personnes qui sont pas forcément médiatisées, qui sont pas forcément connues, mais qui ont tout autant à apprendre. Et, euh, et je sais pas, je trouve, alors je donnerai pas de nom comme ça en public, on va dire, mais des personnes en gestion de fortune qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui ont vraiment, qui côtoient les clients tous les jours, qui sont au contact aussi de situations que peuvent vivre les clients, de comment ils ont pu les aider à se sortir de ces situations-là. Bah, je trouve que ce serait tout aussi intéressant que toutes ces personnes qu'on voit beaucoup dans le monde de la finance. J'avais pensé aussi à Guillaume Simonin, mais que tu as déjà interviewé du coup. Euh, mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu moins connues, mais qui mériteraient tout aussi d'être écoutées. Très bien, écoute, c'est une perspective intéressante, je vais y réfléchir. Il me reste plus qu'à te remercier, Jeanne, merci beaucoup. On a évoqué un certain nombre de sujets. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut suivre tes aventures perso ou les aventures de ton entreprise? Sur quels médias, réseaux, voilà, comment on peut te suivre? Eh bien, je suis très active sur LinkedIn, donc Jeanne Le Médinaire sur LinkedIn et aussi sur Instagram. Alors, mon pseudo Instagram, c'est jaja-1. Je le mettrai dans la description. C'est très saut 2000, naissance des réseaux sociaux, mais j'ai toujours gardé ce compte-là et je le garde. Donc voilà, je partage beaucoup de mes expériences, tant au niveau de l'entreprise EasyWeb, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc n'hésitez pas à me suivre et puis j'espère que je vous apporterai un peu de joie et de soleil dans cette vie. Je n'en doute pas. Écoutez, abonnez-vous au profil de Jeanne, je vous mettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Jeanne, et je vous dis à bientôt. Salut! Salut, merci Richard. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.